Pour essayer de respecter le temps qui nous est imparti, nous allons donc entamer cette table ronde. Et je profite des quelques secondes pendant lesquelles j'ai le micro pour remercier à mon tour très chaleureusement les organisateurs de ce congrès de la CDS, pour les remercier de nous accueillir à Lyon et pour les féliciter du niveau déjà très élevé, je trouve, personnellement, qu'ont atteint les premières interventions. On va essayer d'être à la hauteur pour la suite. Et je vais tout de suite passer la parole à mon collègue Jean-Félix Delisle, qui va nous présenter rapidement sous une forme interrogative le thème suivant: la constitution économique de l'Union, barrière à l'avènement d'une démocratie européenne. Alors ma proposition était sous forme affirmative. Je ne gagnerai pas de temps sur les remerciements, donc je commencerai bien sûr par remercier les organisateurs du colloque, Eric Carpano et Gaël Marty, de m'avoir fait l'honneur de participer à ce congrès. Un honneur d'autant plus important que nous voilà bombardés président d'une prestigieuse assemblée. Donc je vais essayer d'être digne de cette fonction, en commençant rapidement donc par un bref exposé sur la thématique qui vous a été annoncée. Comme l'intitulé de l'intervention le laisse entendre, l'idée qui sera développée dans ce court exposé est que la constitution économique de l'Union étouffe la démocratie européenne. Il faut pour commencer rappeler que le caractère démocratique d'un régime politique repose sur le bon équilibre de son texte constitutionnel. Le texte constitutionnel a deux fonctions. Pour reprendre la dichotomie de Maurice Horiou, la constitution politique doit organiser l'exercice des pouvoirs publics, tandis que la constitution sociale institue un système de protection des droits fondamentaux. Le fait qu'une constitution investisse d'autres champs et dépasse ces deux fonctions peut présenter un risque pour la démocratie. C'est une problématique que l'on rencontre dans ce que je qualifierais de régime surconstitutionnalisé. C'est un barbarisme que j'emprunte au chercheur juge constitutionnel allemand Dieter Grimm, dont les réflexions inspirent cette contribution, car ici c'est la jeune recherche, mais c'est la jeune recherche qui s'inspire de la très vieille recherche, puisque Dieter Grimm a au moins 90 ans. Dans ces régimes surconstitutionnalisés, la distinction entre le domaine du droit constitutionnel et le domaine du droit ordinaire édicté par les droits constitués a tendance à s'effacer. Le pouvoir constituant intervient alors dans des champs relevant traditionnellement des pouvoirs constitués, comme par exemple le champ économique. Et cela l'amène à adopter des décisions qui sont substantiellement politiques. La fonction de la Constitution est alors dévoyée. Alors qu'elle doit structurer et limiter le pouvoir politique, voilà qu'elle remplace le pouvoir politique. Alors venons-en au cas de l'Union européenne qui nous intéresse ici. Il est entendu, depuis les arrêts Costa et Van Gadenlos, que les traités institutifs ont été constitutionnalisés, ce qui a permis bien sûr à la Cour de justice de s'ériger en juridiction constitutionnelle. Or, si on la compare à une constitution étatique classique, la singularité de la Constitution de l'Union réside dans le fait qu'elle véhicule, en raison de ses origines, une constitution économique particulièrement détaillée. Le programme de cette constitution économique de l'Union est bien connu, il a été évoqué. Si l'on écarte le volet monétaire, l'objectif est de créer un marché dans lequel les facteurs de production circulent librement et où la concurrence est libre et non faussée. Pour réaliser ces objectifs, la Cour et la Commission s'appuient sur des règles constitutionnelles bien connues, telles que l'interdiction des entraves à la libre circulation des différents facteurs de production, la prohibition des aides d'État, la prohibition des ententes, des abus de position dominante. Or, les législateurs de l'Union et des États membres ne peuvent pas s'écarter de ces règles constitutionnelles telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice. La question qui se pose alors est la suivante. La démocratie est-elle possible dans ce contexte? Pour y répondre, j'évoquerai d'abord le fait que la constitution économique de l'Union européenne a favorisé le développement fatalement d'une politique économique jurisprudentielle à caractère constitutionnel détachée du cadre démocratique.
Et ensuite, il sera constaté que l'exercice de ce pouvoir politique se trouve hors de portée des organes démocratiques. Je commencerai donc par exposer le fait que la constitution économique de l'Union européenne a permis de développer une politique d'intégration économique hors du cadre démocratique. L'intégration économique européenne réalisée par la Cour de justice est traditionnellement présentée comme étant une success story. La Cour s'est en effet appuyée sur la méthode de l'intégration négative pour créer un marché concurrentiel sans frontières intérieures. Très schématiquement, l'intégration négative peut être présentée comme un processus d'uniformisation du droit des États membres par le vide qui conduit donc à la dérégulation. Cette dérégulation résulte notamment des décisions de la Cour de justice par lesquelles elle appelle les États membres à laisser inappliquer les mesures qui sont contraires à la constitution économique. On pense bien sûr aux grands classiques du droit du marché intérieur, depuis Cassis de Dijon jusqu'à très récemment l'affaire des précomptes immobiliers. Cette intégration négative pose question du point de vue des exigences démocratiques. En effet, le caractère non démocratique du processus de prise de décision, de l'intégration négative, ne retire pas leur caractère politique aux décisions elles-mêmes. Comme l'a bien souligné l'avocat général Maduro dans sa thèse dès les années 90, déréguler en s'appuyant sur la constitution économique, c'est faire de la politique. Ainsi donc, la juridiction constitutionnelle de l'Union fait de la politique alors même qu'elle reste un organe dépourvu de légitimité et de responsabilité démocratique. Alors il est certes vrai que le législateur européen peut venir combler les vides juridiques qui sont créés par l'intégration négative en adoptant des actes de droit dérivé. C'est tout le sens de la complémentarité entre intégration négative et intégration positive. Mais si cette complémentarité a fort bien fonctionné dans certains domaines, comme la protection de l'environnement, force est de constater qu'elle est en échec dans d'autres, comme la politique sociale ou la politique fiscale. Il faut ici souligner qu'en définitive, l'intégration négative a été bien plus efficace que l'intégration positive, précisément car elle n'exige pas de consensus démocratique. Toute la nouvelle approche, centrée sur la reconnaissance mutuelle, a d'ailleurs été bâtie sur ce simple constat. Or, cette prédominance de l'intégration négative conduit inévitablement à une dynamique de dérégulation du marché qui n'a pas nécessairement obtenu l'assentiment de la population de l'Union européenne. Mais alors, si les États membres de l'Union européenne et le Parlement européen, qui sont les relais tout de même de la société civile européenne, ne sont pas satisfaits de cette politique jurisprudentielle tendant vers la libéralisation, n'ont-ils pas la capacité, en tant que co-législateurs de l'Union, de rediriger sa jurisprudence? C'est précisément ici qu'intervient la problématique de la surconstitutionnalisation. C'est le second temps de ma présentation. Les décisions politiques de la Cour sont hors de portée des institutions démocratiques. Comme je l'ai dit, le droit constitutionnel de l'Union, qui intègre la Constitution économique telle qu'elle est interprétée par la Cour, est en grande partie composé par des décisions de politique économique. Et cela a vraiment d'importantes conséquences en matière démocratique. L'intervention du droit constitutionnel de l'Union dans le domaine de l'économie place les décisions de la Cour de justice fondées sur le droit primaire à l'abri des tentatives de réorientation législative de sa jurisprudence. C'est en effet l'essence même d'une jurisprudence constitutionnelle de ne pas pouvoir être redirigée par le législateur. Il n'est évidemment pas possible d'amender une règle économique issue du droit primaire en édictant des directives, des règlements ou des décisions. La Cour est ainsi à l'abri de la pression publique dans le domaine économique, car en effet, les organes politiques qui doivent prendre en considération cette opinion publique, le Parlement européen et le Conseil, n'ont pas de prise sur sa jurisprudence, celle qui est fondée sur le droit primaire. Le résultat de la surconstitutionnalisation économique est donc le suivant. D'abord, les citoyens n'ont jamais été appelés à consentir à ce qui constitue le principal fondement de la construction du marché intérieur, la dérégulation par l'intégration négative. Ensuite, si cette forme d'intégration ne convient pas à ces citoyens, les procédures démocratiques classiques d'édiction de lois ne leur permettent pas de le remettre en cause. Y a-t-il alors une thérapeutique susceptible de guérir l'Union européenne de sa maladie de surconstitutionnalisation?
Le seul moyen de résoudre ce problème serait en définitive de réduire le champ du droit primaire aux dispositions qui sont relatives à l'organisation des pouvoirs publics et à la protection des droits fondamentaux. Cela impliquerait de rétrograder l'ensemble des autres dispositions, y compris celles donc de la Constitution économique, au rang de normes de droit dérivés. La Constitution économique de l'Union deviendrait alors en quelque sorte la législation économique de l'Union et redeviendrait saisissable par le corps politique européen. Cela ne doit pas être compris comme le début d'un processus de déconstitutionnalisation des traités ou comme une volonté de démanteler l'état actuel de l'intégration. Au contraire, l'objectif serait de tirer enfin les conséquences de la constitutionnalisation du droit primaire en donnant aux traités constitutionnalisés le véritable contenu d'une constitution classique. Aucune norme actuellement portée dans les traités serait en outre supprimée. Seule la nature de certaines d'entre elles serait modifiée, du droit primaire deviendrait du droit dérivé. Cette proposition a pour seul objectif de permettre aux organes démocratiques d'avoir une emprise sur la jurisprudence de la Cour actuellement fondée sur le droit primaire dans des champs qui relèvent traditionnellement du débat politique. Alors du point de vue juridique, cette opération est aisée, il suffit de réviser des traités et d'édicter une série d'actes de droit dérivés. Politiquement, elle est nettement plus difficile dans la mesure où le coût démocratique de la surconstitutionnalisation n'est pas encore communément admis. Et je vous remercie. En donnant la parole à mon collègue Martin. Bien, je voudrais donc vous montrer avec quelques aspects d'histoire des idées et de philosophie politique que le contexte du traité de Rome et le sort réservé aux doctrines économiques dans le droit de l'Union européenne entrent en résonance avec la crise de légitimité et d'identité que traverse l'Union. Le contexte idéologique et politique de la naissance de la CE invite en effet d'abord à regarder cette communauté comme une création inédite. C'est un laboratoire du progrès économique et social qui s'éloigne du modèle de l'État-nation adossé à sa constitution. La CE naît en quelque sorte comme une certaine expérience de la modernité et elle incarne un positivisme étendu à l'ensemble des sciences sociales, à une époque où l'économie entend d'ailleurs investir presque tous les domaines du savoir. Le projet européen vise alors, à cette époque, le modèle prôné par la majorité des élites politiques, qui est le libre jeu du marché. C'est ainsi que, comme dans la RFA, la légitimité du traité de Rome est fondée sur la réussite économique, qui tient lieu, on pourrait dire, de contrat social européen. Ça, c'est très singulier, et ça caractérise donc l'Union européenne. C'est singulier parce que ça vient heurter nécessairement les premiers pas, ça vient heurter la vision classique d'un ordre juridique autonome et qui entend légitimer le pouvoir. C'est une lecture prioritairement économique des enjeux sociétaux qui va nécessairement transformer le droit en instrument de l'efficience des rapports marchands. Comme l'a parfaitement démontré notamment Michel Foucault, les premiers pas de l'intégration européenne doivent beaucoup à l'école de pensée ordolibérale, qui est fondée précisément par l'association de juristes et d'économistes. Et ensuite, c'est l'analyse économique du droit qui est venue influencer le modèle du droit de l'Union, en inscrivant dans la durée une concurrence entre le droit et l'économie dans l'appréhension de l'espace social. Précisons les choses ici. Économie et droit ont bien entendu chacun leur place incontournable dans l'action publique, mais ce qui nous intéresse, c'est la concurrence des analyses propres à chacune de ces disciplines. L'un des secteurs dans lequel le renouveau des rapports entre économie et droit se manifeste le plus nettement est sans aucun doute celui de la concurrence. Le droit de la concurrence voit se cristalliser une partie des prétentions du marché à incarner les aspirations démocratiques. On peut citer ici par exemple Marianne Frison-Roche sur le passage de la notion de service public à celle de service universel. Elle écrit « L'analyse économique du droit fait reculer le dogmatisme » et elle explique que cela incite à réfléchir sur les fins du droit et que cela rejoint l'idéal démocratique. La démocratie issue du marché doit désormais éprouver son identité, au-delà de ce cadre d'origine, de ce cadre de naissance.
Les crises économiques et les enjeux sociétaux affectent la démocratie européenne qui doit s'appuyer sur un droit aux accents politiques. La première idée que je voudrais développer, c'est donc celle de l'union par le marché, qui suit une logique de dépassement de la légitimité démocratique par un renvoi à l'efficience économique. Dès le départ, la recherche de l'efficacité économique dicte des choix normatifs européens indissociables de l'économie. C'est visible dans la plupart des domaines du droit communautaire, et ça fait observer par exemple à Carlo Tuori que le chemin de la Constitution européenne a débuté dans la sphère économique, et par conséquent, la citoyenneté européenne était tout d'abord une citoyenneté économique. Ça nous prouve que le marché est bien la principale source du droit et qui délimite l'étendue des compétences transférées à l'Europe communautaire. Cette vision initiale a nécessairement imprimé une identité durable dans le droit de l'Union européenne. Et parmi les nombreuses illustrations de cette tendance à envisager le droit comme devant être au service du marché, on peut prendre un exemple, l'article 145 du TFUE, dont je rappelle les termes. Les États membres s'attachent à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie. L'article renvoie certes ensuite à la promotion de la justice et de la protection sociale, mais l'on voit bien que l'idée est de réagir rapidement à l'évolution de l'économie. Cette place centrale qui est assignée à l'économie bouleverse bien sûr plusieurs concepts classiques de la philosophie politique. Parce que la science économique se fonde d'abord sur l'individu rationnel, on en a parlé, c'est la fameuse figure de l'homo economicus, elle délaisse la théorisation d'un espace public et politique duquel émaneraient les décisions des citoyens et de leurs représentants. On peut dire en quelque sorte que l'homo economicus se substitue à l'animal politique. Il faut toutefois souligner un certain pluralisme au sein des orientations économiques. L'ordolibéralisme, on l'a dit, a marqué les fondateurs de la CE, mais on trouve aussi des aspirations plus interventionnistes, visibles par exemple dans la politique agricole commune. Et depuis les dernières années, on voit une pénétration assez nette des doctrines, donc de l'analyse économique du droit, qui marque la jurisprudence de la Cour de justice. On peut là encore prendre un exemple avec un tournant qui a eu lieu en 2002, lorsque le TPICE a annulé 3 décisions d'interdiction prises par la Commission en matière de concentration, ce qui a incité la Commission à développer son expertise dans le domaine de l'analyse économique, là où elle avait vraisemblablement des carences. Là encore, le raisonnement économique modifie en profondeur la teneur des concepts juridiques déterminants. L'efficience et l'efficacité sont constamment mobilisées pour justifier l'analyse économique du droit. Qui est la grande absente dans ce contexte? C'est la notion de communauté politique. Comme l'observe l'incontournable Michel Foucault, la réussite ou l'échec vont se substituer au partage légitimité-illégitimité. Prolongeant les analyses de Michel Foucault, Antoine Guérapeau constate que le droit fondait traditionnellement sa légitimité sur l'origine de la règle, et avec l'impact de l'économie, il la fonde désormais sur son effet. L'influence du droit de l'Union sur ce point est particulièrement nette. Il faut donc regarder le projet européen, me semble-t-il, comme un édifice tout entier marqué par ces rapports renouvelés entre droit et économie. Ces éléments invitent à réfléchir dans un second temps à la possibilité d'un passage de l'efficient au légitime. C'est le défi de la démocratisation de l'espace de libre concurrence. Et ici, les soubresauts de l'économie invitent bel et bien à tenter de garantir une acceptation proprement politique de l'Union. Alors même qu'il est considéré comme un des grands théoriciens de l'ordolibéralisme, Röpke mettait en garde contre le risque d'économocratie, c'est-à-dire la domination de la société par les économistes. L'économie de marché ne peut fonctionner dans un vide moral et social, selon cet auteur. Il écrivait en 1945 que la concurrence n'est pas, je le cite, un principe sur lequel il serait possible d'ériger la société tout entière. Il écrit même à propos de la concurrence que moralement et sociologiquement, elle est un principe dangereux, plutôt dissolvant qu'unifiant. Les observateurs les plus critiques du cadre normatif européen dénoncent plus généralement la mainmise des grilles d'analyse économique. L'analyse économique du droit conduirait ainsi à une vision du droit comme moyen et non plus comme condition de la démocratie. Pour Jean-Jacques Sueur, l'analyse économique du droit s'adresse à un pouvoir qu'elle ne définit pas, et l'autre grand absent serait l'intérêt général. Il s'interroge de la manière suivante: comment adresser des recommandations à un pouvoir qui n'existe pas, ou qui n'est que le mandataire muet d'un peuple introuvable? Les carences vont donc être celles d'un espace
modelée par et pour le droit. Par et pour l'économie. Carlo Tuori observe à nouveau qu'il n'y a pas de démos européen et qu'il n'est pas possible d'identifier un pouvoir constituant et un moment constitutionnel, qui sont les deux autres éléments du triptyque que forme la théorie constitutionnelle contemporaine. Ce qui se retrouve mis en cause, finalement, c'est l'unité totalisante du souverain juridique, comme le disait Michel Foucault. Il est sans doute possible, cependant, de dépasser la concurrence entre le droit et l'économie pour envisager une convergence, une relation de réciprocité. Et je cite encore Tuori, « On peut penser que les dimensions constitutionnelles non économiques se sont développées en tant que réponse aux demandes ou aux conséquences de la dimension économique. Il est possible de parler ici d'une relation d'implication. Le projet économique a effectivement besoin d'un relais politique, et à sa manière, le Brexit illustre assez bien la fragilité d'un contrat social principalement économique. Ernest Renan disait dans sa célèbre conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» Un Zollverein, littéralement une union douanière, ne suffit pas à faire une nation. Et dans les faits, pourtant, l'union douanière a précédé l'unité allemande. Pour répondre à une crise de légitimité que l'Union peine à dépasser, il faut parvenir à installer la réussite d'un marché unique très rationnel dans un ensemble politique qui embrasse aussi les aspirations irrationnelles d'un peuple qui fantasme son identité. Se dessine in fine la question du rapport à la vérité qu'entretiennent le droit et l'économie. L'économie entend s'appuyer sur des vérités scientifiques, tandis que le droit entend mettre en forme le pouvoir sur des bases socialement et philosophiquement acceptables. Voilà, à mon sens, deux quêtes indissociables. Je vous remercie. Eh bien, merci Martin Canel pour cette belle conclusion. Je vais donc maintenant quitter mes habits d'intervenant pour vêtir ceux de modérateur, puisque nous allons passer à un débat où nous allons poser une petite série de questions aux intervenants, aux participants à la table ronde qui nous entourent. Bien sûr, l'Assemblée sera invitée à participer, à rebondir. Alors, pour commencer, évidemment, ma première question est un petit peu intéressée, puisque c'est un peu un retour forcé à mon intervention, qui a été forcément un petit peu caricaturale. Je me sentais un peu Fabius en 2005. Et donc, ce sera peut-être un peu l'occasion de venir apporter un peu de nuance à ce que j'ai dit, puisque tout ce qui était de la nuance dans mon intervention a été rayé pour tenir en 10 minutes. Donc, petit rappel pour poser un peu le contexte de la question. La constitutionnalisation des règles économiques des traités institutifs a permis donc d'ériger ces règles en principe indérogeables qui structurent le processus économique européen. Aucune volonté populaire, aucun changement de majorité parlementaire ne saurait donc contrarier ces principes. N'est-ce pas là une situation qui est fondamentalement contraire aux exigences fondamentales elles-mêmes de la démocratie ? N'y aurait-il pas donc un intérêt démocratique à opérer l'opération que j'ai présentée brièvement en conclusion, c'est-à-dire déconstitutionnaliser ces règles économiques du droit primaire, autrement dit déporter dans le droit privé la constitution économique? Alors peut-être on laisse d'abord la parole à ceux de nos collègues qui ne se sont pas encore exprimés aujourd'hui, pourquoi pas, si vous le voulez bien. Non, je vais intervenir comme ça. Alors, j'ai reçu avec intérêt effectivement vos questions. Je les ai effectivement, fait mûrir dans mon esprit pour en donner effectivement des réponses. La première précaution que j'ai eue en les lisant est peut-être d'éviter le risque de monter en généralité dans ce débat. Non pas que le débat sur l'articulation marché-démocratie ne soit pas une question majeure, elle est structurelle, mais, et je crois que c'était une remarque tout à l'heure de Valérie Michel, je ne sais plus où elle est, la question doit se faire à l'aune des différentes, à mon avis, sous-branches du droit européen et des champs du droit européen. La question, elle est inépuisable et elle a de sens et de consistance dans les champs que constituent les politiques sectorielles et les sous-champs de la gouvernance économique et le champ propre du marché intérieur. Là, on peut faire des débuts de réponse à votre question qui me paraissent plus
opératoires qu'une montée en généralité. Et la deuxième remarque et précaution, je pense qu'il faut avoir, c'est sur le sens effectivement des mots et des notions que nous utilisons. La notion de démocratie, elle est en tant que telle, tant en philosophie qu'en droit, inépuisable, de même que celle de légitimité. Et en vous suivant, la notion de légitimité, vous l'avez utilisée à la fois sous un sens de légitimité, on va dire strictement formelle, et légitime, ce qui va être édicté par effectivement une assemblée parlementaire élue, démocratiquement élue. C'est le sens que donne la Cour de justice depuis son arrêt Roquette au principe de démocratie, l'idée d'être associé par une assemblée représentative. La légitimité, elle peut aussi, et c'est ce que dit Simone Goyard-Fabre, avoir un sens qui va être un sens sous l'ordre de l'association. Est légitime la norme qui associe suffisamment ses destinataires, et on ouvre là les débats sur la procéduralisation, le sentiment d'implication, de participation des citoyens. Et puis est légitime aussi la norme qui a une légitimité au sens de l'efficacité, qui est efficace, qui stabilise, qui répond à son objectif, qui répond à l'objectif de croissance ou à la redistribution, ou qui préserve les biens collectifs. Voilà. Donc il y a ces délimitations qui me paraissent être nécessaires. Pour répondre plus directement, ces précautions étant faites, à la question. À mon sens, l'idée de déconstitutionnaliser les normes à caractère économique, c'est un chantier qui est, on va dire, qui est beau dans son principe, qui peut révéler effectivement une philosophie de refondation de la construction européenne, mais qui pose la question fondamentale de qu'est-ce qui resterait, si vous voulez, du traité, du droit primaire. Le droit primaire, Pescator disait qu'il était pétri de théologie, on peut dire aussi qu'il est pétri d'économie, les normes de droit primaire. Tout à l'heure, vous disiez effectivement, qu'est-ce qu'on ferait si un colloque sur le marché, qu'est-ce qui resterait effectivement du droit primaire si on enlève le qualificatif d'économique. Vous le trouverez à peu près partout. Tout à l'heure, vous citiez les dispositions sur l'article 100, je sais plus, 65, qui est relatif, si mes souvenirs sont bons, à la politique sociale. Là aussi, on trouve effectivement de l'économie, d'environnement. Enfin bref, on peut décliner la chose à peu près partout. Donc, la réponse est oui, on peut le faire, mais au prix d'une refondation qui est titanesque, on va dire, du projet européen, de ces traités et de toutes les notions, des objectifs même des traités, puisqu'on trouve dans les objectifs des traités l'union économique et monétaire, le marché intérieur, l'économie sociale de marché, et au prix même aussi d'une refondation même des grandes notions qui façonnent le droit européen, le pouvoir, les compétences exclusives, coordonnées, etc. Aussi, je me suis demandé si, plutôt que d'envisager la question sous l'angle très général du contrôle de la démocratie, peut-être pouvions-nous privilégier ce terme qu'on emploie en anglais, qu'utilise notamment un auteur assez connu en droit européen qui est Paul Craig, qui est celui d'accountability, la question de l'accountability, du rendre compte des différentes choses, des différentes politiques en fait. Et dans le champ spécifique, alors, qui est spécifique mais qui est majeur en termes de démocratie, de la gouvernance économique de l'Union, des questions d'assistance financière, de stabilité financière, d'aide aux États, etc., Craig, effectivement, envisage effectivement deux facettes de l'accountability. La political accountability, qui est celle effectivement de rendre compte effectivement de choix à une assemblée représentative, quitte à l'assemblée représentative de les faire évoluer, de les adapter, de les moduler, de les remettre en cause, et la legal accountability, qui serait le fait de rendre compte effectivement de mesures ou d'actes devant le juge, susceptibles effectivement de les contrôler sur le terrain des droits fondamentaux, de la charte ou de principes généraux. Or, si on prend ces deux facettes-là, political accountability et legal accountability, on se rend compte que dans les différentes sous-branches du droit économique, et plus particulièrement encore dans le champ de la politique économique et monétaire, de la gouvernance économique, ces deux facettes présentent chacune des enjeux différents pour différentes sous-politiques de l'Union. Elles ne vont pas avoir le même sens selon qu'il s'agit de la coordination des politiques nationales par le semestre européen, selon qu'il s'agit de la politique monétaire, vous avez une question sur la règle Weiler, ou selon qu'il s'agit de l'assistance monétaire et la question des protocoles d'accord d'assistance, etc. Pour ces trois facettes, et en se limitant qu'à ces trois facettes, les deux angles de l'analyse de la démocratie, alors on peut critiquer ce que dit Craig, mais c'est un angle possible d'analyse, révèle à elle seule des configurations différentes. Voilà, c'est juste pour ouvrir le débat, mais pour montrer qu'il y a un besoin, je pense, de délimitation de la question. Merci.
passe la parole à quelqu'un d'autre sur la même question, si vous le souhaitez. Oui, si quelqu'un a quelque chose à dire, n'hésitez pas. je Vous l'ai- n'êtes pas obligé. Hein, Non, mais vous vous sentez j'ai pas cru forcé, comprendre, hein. je me préparais à parler, puisque l'ordre était de donner la parole en priorité à ceux qui n'avaient pas encore parlé. Donc je vous remercie, et je remercie la jeune recherche. Alors nous, je crois, on doit représenter la recherche mûre. Et d'ailleurs, ça se matérialise. Vous avez des tablettes, nous on a des bouts Voilà. de papier déjà. Voilà. Donc C'est ça. c'est une rencontre intergénérationnelle en Vous avez pas fait. des parchemins, C'est ça, ce colloque. Bien, alors une fois cela dit, bon la première réponse appelle les autres et moi, je voudrais dire des choses de manière très schématique, vu le temps qu'on a dans une table ronde. La première chose, évidemment, c'est la définition des concepts, qui a toujours un côté scolaire, mais il faut quand même en passer un peu par là. Et je trouve que, pour l'instant, puisqu'on a l'interface de l'académique et un peu de l'opinion publique ou du médiatique, on joue avec des choses qui sont très différentes entre démocratie et marché. Parce que parfois, on ne parle pas de démocratie, puis tout à l'heure, on parle du pouvoir politique, en fait, ou d'un pouvoir public. Et ce n'est pas exactement la démocratie, parce qu'il peut y avoir une administration sans peuple. Donc, on peut jouer le politique contre l'économique sans peuple. Alors, il y a des choses comme ça à préciser. Et puis, même du côté du marché, je crois qu'il y a deux choses qu'on peut distinguer. C'est le marché classique de production des biens et des services. Et puis, c'est au-delà, ce que tu évoquais, la société des individus, quoi. C'est la société de marché. Et là, ce sont deux choses totalement différentes. Et donc, pour répondre à la question qui nous est posée, il me semble qu'on ne peut pas répondre de la même façon aux deux conceptions de la démocratie et du marché. C'est-à-dire que, pour le dire de manière très schématique, je pense qu'opposer démocratie et marché au sens classique, en suggérant que le marché doive se soumettre à la démocratie, eh bien, c'est non seulement un projet colossal, comme vous disiez à l'instant, mais c'est, de mon point de vue, totalement absurde. Enfin, c'est-à-dire, on supprime l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on casse tout le projet politique, économique et politique de l'Union européenne, qui repose sur la distinction État-société civile, une sphère privée protégée, une sphère des échanges protégée. Protégée pourquoi ? Parce que la liberté s'exprime par le travail comme un droit fondamental, mais aussi parce que le marché est plus efficace que l'économie dirigée. Et si on se met à dire que la démocratie doit remplacer les entreprises dans la direction de l'économie, on fout tout en l'air. C'est-à-dire qu'on soit hayekien ou du côté de l'ordolibéralisme, ou même à la rigueur keynésien, ça n'a plus de sens d'un seul coup. Alors, on fonde une autre Union européenne, mais qui n'a rien à voir. Voilà. Qui, à mon avis, on peut le faire, hein, politiquement c'est toujours légitime, mais le marché est conçu pour être justement une sphère protégée du pouvoir politique. C'est très ancien, je veux dire, les physiocrates commencent déjà à penser cette chose-là. Donc voilà, les monétaristes ont considéré que l'argent est un bien public, il doit être à l'abri du pouvoir privé et à l'abri du pouvoir politique. Donc la banque centrale doit être indépendante. Donc suggérer que la banque centrale puisse être soumise à un pouvoir démocratique, c'est, en termes de logique libérale économique qui préside à la construction européenne, totalement absurde. Donc, de ce point de vue, je répondrai à toutes les questions qu'il n'est pas question d'aller dans le sens de la soumission du marché à la démocratie, tout en comprenant évidemment que le choix du marché est lui-même démocratique. Si on veut, en tout cas il est politique, il a été fait une fois pour toutes, il peut être entretenu intellectuellement si on reste favorable aux réquisites de la pensée économique libérale. Bon. Après, le deuxième aspect qui est plus intéressant, c'est le rapport entre ce qui serait un pouvoir démocratique politique de l'Union européenne et ce qu'on peut appeler la société des individus. Là, je pense que l'Union européenne a un rôle d'accompagnement de la société ouverte ou de la société civile. Et là se rencontre la logique politique ou démocratique et la logique du marché sous un angle différent. La logique du marché, non pas comme un marché classique de production des biens et des services, mais comme la rencontre entre des individus auxquels on reconnaît la possibilité de faire tous les choix. Et de ce point de vue, parce que vous aviez raison de dire qu'on est un peu abstrait dans nos débats là. De ce point de vue, l'affaire que tu évoquais, l'affaire connue Bouniaoui et Ajbita, l'affaire du voile dans l'entreprise, là, elle est très intéressante parce que, en gros, le choix est simple. Soit on considère que la gestion de la question du port du signe dans l'entreprise est abandonnée à la logique économique, c'est-à-dire qu'il y a un client qui dit « je ne veux pas travailler avec une personne qui porte un voile ». Et à ce moment-là, c'est la logique de l'offre et de la demande qui est dans les conclusions, pas de Sharpston, mais de l'autre, je crois, ou de Cocotte. Enfin bref, qui dit, si pour avoir des marchés, il faut satisfaire cette exigence de la clientèle, eh bien, il devient légitime de demander à la salariée d'enlever son voile. Donc là, il y a une logique économique, il y a une logique de marché, mais vous voyez, qui ne concerne pas le pilotage de l'activité économique en ce cas-là de plus substantiel, c'est-à-dire les choix de rentabilité et les choix de productivité.
À mon avis, ces choix-là doivent laisser au marché, sinon donc on sort de tout. En revanche, dans l'affaire Bouniaoui, mais ça relève finalement de l'état de droit, la possibilité pour le pouvoir politique d'accompagner ce que tu disais, la société des individus, me paraît possible. Et c'est ce qui se passe sur l'affaire du voile. Finalement, on admet la possibilité d'une adaptation à la concurrence, qui pose évidemment des problèmes énormes en termes de discrimination, et en même temps, on met des garde-fous. Et cette adaptation à la demande de la clientèle doit être faite a priori par un règlement qui respecte par ailleurs tous les droits fondamentaux. Et donc, dans ce cadre-là, oui, la démocratie peut soumettre le marché. Mais alors, le marché, dans un sens Houellebecquien, quoi. Hein. Le marché comme rencontre entre individus à qui on accorde toute légitimité pour définir leur choix de vie, y compris en matière économique. Puis je crois que la Cour de justice, je ne sais plus si c'est la CJE ou la CEDH, qui a donné un prolongement au droit à la vie privée dans la sphère professionnelle. J'ai un doute là. Voilà, mais donc, voilà. Après, c'est la question que connaît bien Eric, des droits fondamentaux aux personnes morales. Mais voilà, là, il y a un autre accompagnement. Donc, en gros, ma réponse est claire sur la soumission du marché classique à la démocratie. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Mais on peut quand même aller dans cette direction. Et dans l'autre question, oui, là, il y a un chantier qui est celui de l'état de droit, finalement, qui se met en place. Oui, bien sûr. J'ai déjà parlé. Non, mais c'est fait pour. Sur ce qu'était cette première question, c'est-à-dire est-ce que déconstitutionnaliser et faire aller vers le droit dérivé, notamment, peut être un élément de solution. Moi, j'ai des doutes. Déjà, comme l'ont dit les deux premiers intervenants, je crois que finalement, l'ordre juridique européen est tellement morcelé qu'on en est réduit à raisonner par politique et même par cas au sein d'une politique. Donc, il faut dire un peu de quel cas on parle. D'autre part, je ne crois pas que du point de vue de la hiérarchie des normes, la question se résume, même si ce sont peut-être les éléments les plus connus, se résume au niveau des traités. C'est-à-dire que la question se pose un peu à tous les niveaux. Moi, comme vous avez eu la gentillesse d'envoyer les questions, ça m'a fait penser à une affaire Deutsche Bahn, justement, Deutsche Bahn contre Commission, où la Deutsche Bahn vient devant le juge européen, je crois que c'est une affaire de 2006 qui va devant le TPI, je crois. Et la Deutsche Bahn dit mais c'est pas normal parce qu'il y a une législation fiscale européenne, je ne sais plus laquelle, qui prévoit des allègements fiscaux pour l'aviation, enfin pour le transport aérien, et pas pour nous, pas pour le transport ferroviaire. Or, en fait, on est devenu concurrentiel. On fait désormais partie du même marché, train et avion, parce que les performances du train se sont améliorées, etc. Mais ça n'était pas le cas au moment, vraisemblablement, où la législation européenne litigieuse a été adoptée. Et la réponse du juge est assez intéressante parce qu'il dit ok, peut-être, implicitement il dit ouais, peut-être c'est vrai, peut-être c'est discriminatoire finalement. Mais là il faut attendre que la législation bouge. Donc ça veut dire que le problème que vous signalez sur constitution droit dérivé, il peut jouer aussi sur législation jurisprudence. D'autant plus que là ça marche comme ça parce qu'il y a de la législation, mais à côté vous avez des cas fameux du type United Brands où en fait la délimitation du marché en cause elle est faite non pas par le législateur qui dans mon exemple d'avant nous dit le train c'est pas comme l'avion, mais par le juge qui vient nous dire les bananes, c'est pas comme les oranges et les pommes. Donc ce que je veux dire, c'est que le problème, il est à tous les étages de la hiérarchie des normes. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que de toute façon, le problème est à mon avis beaucoup plus général et beaucoup plus grave. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'émergence, enfin l'apparition de la norme économique, c'est qu'elle n'est absolument pas discutée. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus de déficit démocratique sur des questions politiques que sur des questions économiques. C'est-à-dire, alors quelques exemples là aussi, pour essayer de ne pas rester général. Je pense à une affaire, notamment France contre Commission de 96, en matière de contrôle des concentrations, l'affaire Cali-Unsalt, où on se demande, où en fait intervient la théorie économique de l'entreprise défaillante. C'est quoi en gros? C'est l'idée que bah oui, on va autoriser la concentration parce que de toute façon, si on la refuse, l'entreprise qui veut absorber, elle va quand même la bouffer. Elle ne va pas le faire dans le cadre de la procédure de concentration, elle va le faire après qu'on l'aura refusé parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire, économiquement, et à pouvoir faire subsister l'activité. Bon. Donc cette théorie de l'entreprise défaillante, elle est en fait, semble-t-il, importée du raisonnement des juges américains. Donc c'est une théorie économique qui était assez plus florissante aux États-Unis. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le juge s'interroge sur le point de savoir, parce que la question est posée par l'une des parties, dans quelle mesure la commission doit avoir exactement les mêmes critères pour appliquer cette théorie que les autorités américaines. En revanche, on ne se demande à aucun moment d'où elle arrive, cette théorie-là, dans l'ordre juridique. Ça sort de où, ce truc-là là s'il y a des gens qui veulent se lancer, il y a une thèse à faire sur la réception des théories économiques en droit de l'Union. Parce que, je ne vais pas être trop long, mais il y a une affaire Oscar Bronner aussi de 98 sur la théorie des facilités essentielles. Vous savez, c'est le truc, j'ai des trains, mais je suis obligé de passer par la voie ferrée d'un autre qui détient la voie ferrée.
Donc comment on fait? C'est-à-dire comment je le rémunère pour faire passer mes trains, celui qui entretient les voies ferrées. Et là, la question est posée dans Oscar Bronner sur un système de portage à domicile de journaux. Et là non plus, alors c'est un peu moins net, mais là non plus, la Cour ne s'interroge pas véritablement sur les modalités de réception d'une théorie économique de ce type en droit européen. On en discute. Alors on applique ou pas, mais on en discute. D'où ça vient? Alors après, on va se prendre la tête sur les modalités de procédure, enfin des procédures législatives et leur évolution à travers les temps, très légitimement. Mais il me semble qu'on n'en fait pas autant sur les théories économiques. Donc pour cette raison, je pense que la question est finalement beaucoup plus vaste, mais du coup opportune, hein, mais dépasse largement, me semble-t-il, même si vous évoquez peut-être les exemples les plus significatifs, mais c'est vraiment une question très, très transversale, quoi. Alors, les réponses qui ont été données ici, moi, me donnent envie peut-être de bouleverser un tout petit peu l'ordre et d'en venir à la question qui s'appelait... de toute façon, c'est une discussion qui sera... on peut revenir tout à fait sur des points précédents, hein, mais vous avez remarqué que justement, on n'est pas très démocratique ici. En fait, le pouvoir à cette table ronde, il est partagé entre Jean-Félix et moi. Donc voilà, c'est plutôt autoritaire. C'est comme dans la République romaine. Exactement. Et donc, la question qui était numérotée 5 dans la liste qu'on vous a envoyée, pour que vous puissiez voir, qui est celle de l'éventualité d'une crise. Parce que j'entends bien la réponse du non-sens de vouloir soumettre le marché à la démocratie. Mais que se passe-t-il en cas de nouvelle grande crise économique, dont on sait que ça n'est pas tout à fait une vue de l'esprit? Et comment on fait auprès des opinions publiques, notamment, pour continuer à prôner la légitimité basée sur l'économie et sur la réussite du marché au sein de l'Union européenne? Comment on fait quand les individus cessent de regarder l'Union européenne comme un espace protégé par le marché? À ce moment-là, quel ressort on peut utiliser? Je lance cette question. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. C'est vrai qu'on n'a pas posé la définition de démocratie. Alors c'est compliqué, mais essayons de faire très simple. La démocratie, c'est le pouvoir du plus grand nombre, traduit en modernité par, disons, la capacité de la majorité à traduire ses préférences en décisions politiques collectives et en politique publique. Vous dites, la démocratie européenne est-elle soluble dans le marché? La question, c'est d'abord, est-ce que la démocratie nationale peut frayer avec le marché? Et en l'occurrence, je crois qu'on entend par le marché intérieur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous parlez de surconstitutionnalisation, d'intégration négative. Le problème, c'est peut-être plus la difficulté d'absence d'intégration positive ou de contrebalancement de cette intégration négative. C'est pas le fait qu'il existe une cour de justice comme il existe des cours constitutionnelles ou une banque centrale. C'est qu'elles sont un peu laissées à elles-mêmes. C'est ce que c'est les travaux d'Antoine Bauchet, ce qui dit voilà, il y a les indépendantes européennes qui ont poursuivi leur programme de travail, d'intégration européenne, et puis à côté, par construction même, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, on se retrouve avec cette Europe du marché, de la règle du marché intérieur, du droit à la concurrence libre et non faussée, qui vient tout simplement diminuer, ou même parfois invalider la capacité de la majorité nationale de mettre en œuvre ses préférences collectives. C'est le cas pour la Grèce, par exemple. À un moment donné, on vote à gauche, à droite, gauche radicale, etc. On a plus ou moins la même politique, plus ou moins le même résultat. Donc, ça vient démonétiser, en fait, très fortement, tout simplement le vote du citoyen national. Quel est mon vote? Quand je vote Trump aux États-Unis, Trump, il déclenche une guerre commerciale avec la Chine. Je suis fort, moi, en tant que citoyen. Je suis capable, par mon vote, de déclencher une guerre commerciale. Si demain, on se fait vraiment avoir par les Japonais dans l'opération Nissan-Renault, est-ce que la France peut mener une guerre commerciale de rétorsion contre le Japon? Si moi je le décide en tant que citoyen, ou si je le veux, si c'est la majorité, c'est plus compliqué. Donc il y a cette difficulté-là. Après, la question c'est, est-ce qu'il existe une démocratie européenne capable justement de contrebalancer le marché intérieur ou de mettre en place une forme de contre-union de transfert à côté du marché intérieur? Et c'est ça la vraie question, je pense. C'est y a-t-il dans l'Union européenne la capacité pour le plus grand nombre de traduire ses préférences en choix collectifs, en politique publique européenne? Et je crois que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, à ce point même que je pense qu'il n'y a pas de démocratie européenne. Il y a un accord, et je suis d'accord avec quelque part le défenseur du marché face à la démocratie. Le marché intérieur, c'est un choix voulu c'est un accord politique entre États membres qui résulte d'un contexte géopolitique et historique. Les États membres ont voulu construire ce marché intérieur,
c'est c'est un pacte politique entre eux. Donc qu'on le déconstitutionnalise, qu'on le surconstitutionnalise, est-ce que ça règle vraiment le problème qu'à côté, on n'est pas capable, aujourd'hui, de produire au niveau européen, tout simplement, des vrais biens publics européens? C'est-à-dire, moi, citoyen européen, quelle est la réalité de mon vote? Sachant que moi, citoyen national, mon vote diminue en termes de puissance politique. Bon, c'est une table ronde, donc on va essayer de mettre un peu d'ambiance si vous êtes d'accord. Moi, je suis vraiment en désaccord total avec ce qui vient d'être dit, parce que si on définit la démocratie comme étant le plus grand nombre, alors on est mort. En tout cas sur les questions économiques ou sur un certain nombre de questions économiques, parce que prenons la politique monétaire. Si on dit on va démocratiser tout ça et la politique monétaire va revenir dans les mains du législateur, ça n'a, pour le coup, c'est extrêmement dangereux, parce que précisément, ce que l'on veut, c'est avoir une autorité relativement indépendante des soubresauts politiques et qui mène des politiques un peu régulières, permettant de donner des grands cadres aux acteurs dans leur action. En revanche, si on donne ça à une institution, la question c'est comment est-ce qu'on contrôle les choix discrétionnaires qu'elle est amenée à faire? Et ça, et je pense que vous avez très raison d'insister sur la crise, c'est-à-dire que c'est dans ces moments de crise que ces choix discrétionnaires apparaissent, parce qu'ils sont obligés de faire des choix qui ne correspondent plus au cadre qu'on leur a donné. Et donc, c'est vraiment ce que vous disiez sur quelle est leur accountability. Et si on leur donne une responsabilité légale, je pense que ça, c'est peut-être un petit peu dangereux, parce qu'on aura une application de règles, alors qu'on veut justement leur laisser une certaine marge de manœuvre pour faire cette opération de pilotage. Et je pense qu'il faut plutôt aller vers une démocratie qui n'est pas simplement le plus grand nombre, mais qui possède des modalités diverses de surveillance par les citoyens, de participation, de contrôle, et que peut-être que j'ai bien compris, moi je suis vraiment incompétent en droit, donc j'ai bien compris votre proposition n'était pas du tout partagée de déconstitutionnaliser, mais on peut peut-être trouver quelque chose d'entre deux, c'est-à-dire on a vraiment sûrement à inventer des mécanismes démocratiques un petit peu plus, peut-être plus fins sur ces nouveaux objets dont on ne veut pas qu'ils aillent quand même au niveau qu'ils soient pilotés par les représentants directement. Je sais pas. Oui, alors évidemment, je remercie beaucoup tous les contributeurs d'avoir apporté beaucoup de nuances à mon intervention. J'avais justement dans mon propos introductif fait juste une petite nuance en écartant la question monétaire. Effectivement, l'indépendance de la Banque centrale me semble impérative. Après, sur cette question constitutionnelle, j'ai l'impression de m'entendre dire que c'est une nécessité, c'est incontournable, c'est pas possible de faire autrement. Alors, si on prend donc les dispositions de la Constitution économique relatives à la libre circulation des marchandises qui conduisent à Cassis de Dijon, à l'interdiction des législations qui ont un effet restrictif sur les ventes, est-ce que ça c'est constitutionnel dans d'autres États? C'est une question ouverte. Est-ce que c'est inévitable que ce soit constitutionnel? La question, me semble-t-il, elle dépend intrinsèquement du sens et de la signification que l'on accorde effectivement à la notion de constitution en droit européen et dans le contexte des traités. Alors, du coup, ça renvoie à une question. Et en préparant vos questions, je suis tombé sur une phrase, une analyse de 1963 de Pierre Pescator sur la notion de constitution économique. Il en parle dans une contribution sur les 10 ans de la jurisprudence de la Cour de justice, 10 ans de jurisprudence après la CK, on va dire, dans un séminaire peu connu mais qui est très intéressant sur ce qu'il a produit, qui s'est tenu à Chaux-de-Fontaine, en Belgique. Il nous dit « Comme le centre de gravité de l'objectif donc de la communauté est le domaine économique, la constitution des communautés se distingue sous ce rapport comme constitution économique, assez profondément de la constitution assez profondément différente de la constitution essentiellement politique des États, en 1963. Que fait l'analyse ici de Pescator? C'est une analyse qui, me semble-t-il, est essentiellement à l'époque d'ordre analytique et descriptive
il y a une influence de l'ordolibéralisme, mais qu'il ne s'agit pas forcément de survaloriser. C'est une recherche de systématisation avec des catégories juridiques existantes, comme une constitution, du primat de l'économie qu'ont voulu accorder les pères fondateurs effectivement à la construction européenne. Car oui, primat économique, il y a effectivement. Les pères fondateurs, ils ont été animés d'une sorte de matérialisme historique, effectivement, c'est vrai, considérant que l'infrastructure économique eh bien, pourrait déterminer la superstructure politique. Oui, c'est effectivement ce schéma d'analyse. La difficulté de l'ordre d'approche qu'on peut avoir maintenant sur la constitution économique consistera à dire, si je vous suis, que voilà, ce schéma, il a été pensé comme ça, il n'a pas fonctionné, et donc il faudrait, ou mal fonctionner, ou qui pose des problèmes de redistribution, que je ne nie pas, mais il conviendrait du coup d'en faire en quelque sorte table rase pour effectivement remettre dans le spectre du droit dérivé ou renvoyer aux États ces arbitrages économiques. C'est ça ou pas? Oui, moi l'idée que j'exposais, c'était, enfin je suis qu'un relais, Ouais. c'est de l'introduire dans du droit dérivé, comme de la législation économique, du droit dérivé européen. Il n'est pas question de retirer l'existence de ces règles, il est juste question de les rendre saisissables par le Parlement européen, par le Conseil. Oui, mais... Parce que là, actuellement, c'est seulement le pouvoir constituant dérivé qui a une prise sur cette jurisprudence fondée sur les dispositions relatives aux libertés de circulation fondamentales. Sur l'approche théologique, la jurisprudence théologique, Ouais. etc. Bon, d'un côté, il faut avoir à l'esprit quand même que le sens de l'interprétation de la Cour depuis 20 ans a profondément évolué. C'est-à-dire que la grande époque de l'interprétation finaliste théologique, elle est encore prégnante, mais elle relève quand même plutôt des premières années, des premières décennies de pratique jurisprudentielle. Il y a quand même eu un infléchissement dans l'interprétation qui est très net depuis 30 ans, quand même, 20 ans à peu près. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, je reviens complètement à ce que disait Philippe Madalon. Le fait de renvoyer les textes sur le droit dérivé, à mon avis, ne résout qu'une partie des difficultés. Il y a quand même un besoin d'organiser le marché, soit au niveau européen, soit au niveau national. Il y a un besoin d'organiser les règles de concurrence avec des clés de répartition, des règles de répartition, soit au niveau européen, soit au niveau national. Il y a un besoin d'interpréter les règles et les litiges qui naissent de ces normes, qu'elles soient constitutionnelles, dérivées ou nationales. Donc, à mon avis, ça ne fait que déplacer une partie de la difficulté. Une voie possible, peut-être, pour rebondir sur la table ronde, c'est, à mon sens, peut-être de mieux systématiser des hypothèses de ce qu'on va appeler des crans d'arrêt au marché. Par crans d'arrêt au marché, j'entends par là des hypothèses, des catégories, des cas de figure où peut s'arrêter une logique de marché, où doit s'arrêter une logique de marché. Et ça peut se décliner dans différents champs différents. Ça passe par une mobilisation plus nette, plus franche de certains motifs de justification, de raisons impérieuses d'intérêt général par la Cour de justice, dans le champ social, dans le champ de la santé, Estelle Brosset en parlait tout à l'heure, ou dans d'autres champs comme le droit de l'environnement. Ça passe par peut-être un contrôle de proportionnalité qui est moins, on va dire, hypothétique et moins artificiel, qui ne consiste pas à une mise en balance formelle pour, au final, donner le primat à des garanties individuelles. Ça passe éventuellement par un infléchissement du principe de proportionnalité, quitte à affirmer tout le temps la prévalence d'une norme sur une autre et à ne pas s'enfermer dans les idées de pondération. Ça, ce sont des... Hein ? Bah oui, précisément. Oui, mais après, le juge aussi s'inspire, Éric, le juge aussi s'inspire souvent de textes. Il y a un nombre de jurisprudences qui s'inspirent de textes. Pas d'emprise sur l'évolution de ce test de proportionnalité, l'évolution des raisons impérieuses. C'est une systématisation à construire. Par contre, dans tout un certain nombre de champs, tu as quand même des textes, des directives sur les raisons propres à la santé, sur les médicaments, sur le social. Il pourrait y en avoir d'autres qui peuvent être source d'inspiration et de systématisation de crans d'arrêt au niveau de la jurisprudence, de logique de marché. Voilà, c'est pour relancer, mais effectivement, on discutait. Bien, puisqu'on nous a menacé de punitions exemplaires si nous n'étions pas à l'heure, je pense qu'on va pouvoir ouvrir éventuellement les questions à la salle, continuer bien sûr et rebondir pourquoi pas sur les interventions qui viennent d'être faites, mais donner la parole à quelqu'un qui souhaiterait faire une intervention, poser une question. Merci beaucoup. J'aurais
2 ou 3 questions, je ne sais plus exactement. La première, c'était en écoutant Stéphane sur la question de la accountability. Je me suis posé la question finalement, et après en écoutant Philippe Madalon aussi, sur l'importance des décisions prises par la Cour de justice. Quelle est la accountability de la Cour de justice? Qui custodiette, finalement? Et est-ce que ce n'est pas finalement une des questions aussi qu'on ne se pose pas à un moment donné? La première question. La deuxième question, comme on était sur l'indépendance de la Banque centrale, je me suis posé une question, alors un peu abstraite, là, j'en conviens, mais pourquoi fait-on confiance à la loi du plus grand nombre pour le marché et pas pour la démocratie? On nous dit la Banque centrale, c'est pas possible parce que le plus grand nombre fera pas les bonnes choses, mais pour le marché, on le fait. Donc finalement, il y a peut-être un décalage ici. Je pose la question comme ça. Et la troisième remarque, c'était une remarque sur la question de Martin Quesnel, à laquelle il n'y a pas beaucoup de réponses. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a encore une crise? On fait ce qu'on a fait en 2008, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas vraiment les questions. C'est-à-dire que la question de l'indépendance de la Banque centrale, les réponses qui ont été faites disent qu'on ne met pas en question les dogmes fondamentaux. Et voilà. Bien. Alors, est-ce qu'on propose déjà une réponse à cette petite série de questions? Quelqu'un a envie d'intervenir? C'est pas une réponse, c'est une nouvelle question. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire que ce sont des... Je ne sais plus quelle formule exactement vous avez utilisée, mais en gros, que la démocratie, c'est le plus grand nombre et le marché aussi, c'est le plus grand nombre. Alors là, le marché, c'est le plus grand nombre. Alors quoi? Ça veut dire que parce que c'est l'ensemble des consommateurs qui constituent une demande et que ça, c'est le plus grand nombre? Je ne vois pas comment on peut faire un parallèle entre les deux. Dans le marché, l'agrégation qu'on va construire avec le vote dans la démocratie, sur certains sujets, on ne fait pas confiance. Oui, d'accord, mais enfin là, ce sont des processus qui sont tellement différents, les processus d'agrégation dans la catalaxie et les processus d'intégration par les... Enfin, j'ai l'impression de dire des choses tellement évidentes en contestant votre propos que je ne voudrais pas perdre de temps à le développer. Mais enfin, le problème n'est pas de savoir si c'est un individu ou plusieurs qui décident. Le problème est d'identifier la procédure de décision. Et justement, tout le libéralisme économique repose sur le fait qu'il n'y a pas de rationalité politique engagée dans le marché. C'est toute la réflexion d'Hayek. La catalaxie marche bien selon lui. Ça peut être discuté, mais la logique est là parce que c'est spontané, décentralisé, évolutif, etc. Donc c'est évidemment le plus grand nombre, mais selon un processus qui est anti-politique, justement. Donc le rapprochement entre les deux et dire pourquoi là et pas là me paraît un peu contestable, si vous voulez, parce que c'est finalement... vous avez tout à fait le droit de poser la question, mais alors c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure quand je suis intervenu, c'est tout le fondement du projet européen ou même du constitutionnalisme libéral depuis le fédéraliste que vous remettez en cause. Alors vous avez parfaitement le droit de le faire, mais en même temps, on doit vous rappeler qu'il y a cette logique-là qui est d'opposition de l'économique et du politique comme choix de décision qui est assez simple. Écoutez, c'est très bien, on atteint une sorte de climax, arrivé vers la fin de la journée, là, dans les débats, ça me paraît très sain. Alors, qui voudrait, j'allais dire, jeter de l'huile sur le feu, n'ayons pas peur des mots. On va distribuer les couteaux. Ah, peut-être J'ai le micro ici, tout en haut, Sébastien. Alors on prend la question et puis je vous donne la parole juste après pour répondre. Juste pour compléter la question de Sébastien sur le accountability de la Cour de justice, oui, mais c'est une question qui se pose pour toutes les cours suprêmes. Comment est-ce qu'on surpasse, comment est-ce qu'on va au-delà d'une décision prise par le juge qui est l'interprète ultime, authentique d'un texte constitutionnel, en modifiant le texte constitutionnel. Voilà. Donc la question se pose dans les mêmes termes. La question de légitimité de la Cour de justice de l'Union européenne ne se pose pas dans les termes différents de la manière dont on pose la question de la légitimité du juge constitutionnel. Comment est-ce qu'on fait quand le juge prend une décision qui n'est pas conforme peut-être à la volonté politique du moment? Eh bien, on révise la Constitution. Révisons les textes européens si on n'est pas d'accord avec une jurisprudence de la Cour. C'est ça, c'est l'argument de Favoreux, hein, il est ancien. Alors, sur l'usage du terme constitution économique, il faut distinguer constitution au sens matériel, constitution au sens formel. Constitution économique, oui, mais on se paie de mots quand on donne le sentiment que cette constitution économique aurait un contenu, aurait un sens de norme suprême. En vérité, c'est pas ça. Quand on parle de constitution économique, on décrit simplement le contenu matériel de la Constitution. Le véritable enjeu, le véritable sens du terme constitution, si on veut l'utiliser dans toute sa rigueur conceptuelle, c'est au sens formel. La Constitution, c'est le texte voulu par le souverain. C'est ça fondamentalement une constitution. Après, il y a la constitution du corps humain, mais c'est purement descriptif. Il faut ici s'attacher à la constitution comme élément
d'expression d'un pouvoir politique sous une forme précisément juridique. Un peuple souverain ou une communauté souveraine se dote d'un texte juridique qui sera suprême parce qu'il est celui qui a été voulu par le souverain. Alors, en ce sens, il me semble que la question de la déconstitutionnalisation ou de la superconstitutionnalisation, en vérité, elle renvoie à la question de la fondation, à la fois l'acte de fondation et le contenu de la fondation. C'est Luc Van Middelaar qui dit ça très bien dans son essai sur l'Europe, le passage de l'Europe. Il explique qu'on a fait l'Europe et puis on a reporté à plus tard le moment de la fondation, au sens politique du terme, à nouveau schmittien du terme. Et précisément, cette question de la déconstitutionnalisation ou surconstitutionnalisation, elle renvoie à mon sens à ce moment qui doit apparaître à l'horizon de la construction européenne, qui est celui de la fondation. À quel moment est-ce que on convoquera, d'une manière ou d'une autre, le souverain européen? Ça pourrait être les peuples, les États qui voteraient au même moment, ou sur le modèle de la Convention de Philadelphie. Après tout, on a voté au moment de l'adoption de la Constitution américaine, État par État. En tout cas, c'est ce moment de la convocation d'un souverain qui s'affirme souverain en même temps qu'il vote, précisément. Et puis, la définition du contenu de l'acte de fondation. Alors effectivement, peut-être que dans ce sens, les traités européens ne permettent pas de franchir ce pas parce que finalement, on ne construit pas une identité collective sur la base de la constitution à la marché. Il faut certainement des valeurs. Qu'est-ce qui fait que c'est un vouloir vivre collectif, pour peut-être citer Renan, que tu évoquais, Martin, dans ton intervention. Et voilà, peut-être quelque chose comme ça. Merci, cher Sébastien. J'ai promis de passer la parole à Stéphane de la Rosa, puis à Samuel Ferré, dans l'ordre. Sur la comptabilité, à mon sens, c'est une question qui est importante. Sur la comptabilité, c'est une question qui est importante, notamment en présence de ce qu'on peut appeler les instruments qui sont dans les angles morts ou les difficultés précisément de la démocratie européenne. Vous parliez tout à l'heure de la crise économique en 2008. La grande difficulté de la crise économique en 2008 est qu'elle a généré des textes qui sont formellement en dehors du champ du droit de l'Union. Effectivement, le traité mécanisme européen de stabilité, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro. Ces deux traités sont formellement en dehors du champ du droit de l'Union. Ce sont des traités internationaux. Pourtant, ils impliquent des choix politiques majeurs, effectivement. Les protocoles d'assistance du MES conditionnent des réformes sous forme d'assistance et une restructuration des dettes ou de capitaux. Bon. La stabilité, le traité de stabilité, implique effectivement une règle d'or d'équilibre, effectivement. Or, c'est là où justement se pose, et c'est ce que dit Craig notamment, ces questions d'accountability. Comment rendre compte et comment faire rendre compte, tant d'un point de vue judiciaire que d'un point de vue, on va dire, devant une assemblée, de ces instruments qui échappent. Et c'est là qu'il y a un chantier qui est majeur, en fait. Entre autres, mais il est majeur, celui-ci. Le chantier, il évolue doucement. Il évolue doucement au niveau du juge. On a effectivement quelques arrêts, notamment l'arrêt Ledra Advertising, dans lequel la Cour a reconnu que même si le MES est en dehors du droit de l'Union, certains actes de la Commission d'institution peuvent effectivement non pas être attaqués, mais faire l'objet de recours en indemnité devant la Cour de justice. On peut faire évoluer cette jurisprudence. En revanche, la question, et c'est tout un dossier qui a un chantier qui est vraiment en cours, notamment au sein de la Commission, la question de la political accountability de ces traités, on va dire périphériques, enfin périphériques, pas périphériques en termes d'importance, mais en termes de hiérarchie, est toujours ouvert. C'est la grande question de la réforme du MES. Va-t-il être intégré sous la forme d'un fonds monétaire? Va-t-il rester en dehors? Il y a des grandes réticences pour que le MES soit intégré dans les traités, parce que les États, dont l'Allemagne et des pays effectivement scandinaves, souhaitent continuer à ce que le texte soit en dehors du droit de l'Union. Il y a un lien qu'on peut faire aussi avec la jurisprudence Gao-Weiler. Là, on a effectivement des questions effectivement, de comment rendre compte des mesures prises par ces institutions qui sont en lien, certes, avec les institutions, mais qui sont formellement extérieures au droit de l'Union. Là, oui, la question est majeure. Juste pour rebondir par rapport à la question qui a été posée, et puis pour faire le lien aussi avec la fondation, me semble-t-il, et aussi par rapport à une de vos questions. Quand on lit par exemple Hayek, en 1938, il écrit un petit texte sur le fédéralisme en général, et il a l'Union européenne en tête, ou l'Europe en tête, et il ne pose pas du tout la question telle que nous on la pose. C'est-à-dire qu'il dit, on me dit une union politique, et l'économiste va répondre les conditions économiques qui font que cette union politique soit viable. Et je pense qu'il y a beaucoup d'économistes qui, dans les années 40, 50, raisonnaient de cette manière-là. C'est-à-dire que, fondamentalement, la manière dont vous avez présenté le contexte est tout à fait vraie. Mais ce qui oppose souvent les juristes, les économistes, les politistes, c'est que ces traités ne prennent qu'une partie, en fait,
des raisonnements des économistes, sur les zones monétaires optimales, etc. Et ça permet de répondre à votre question sur la Banque centrale. Je pense que la crise de 2008 a montré toute l'efficacité de la Banque centrale européenne et que surtout, il ne fallait pas toucher à cette Banque centrale qui a fait relativement bien son travail. Mais ce que ça a mis vraiment en œuvre, et en évidence plutôt, c'est le fait que ce qui nous manque, c'est la même chose d'un point de vue budgétaire, qui ferait vraiment le pendant monétaire budgétaire. Et je pense que vraiment la conclusion de la crise, c'est, en tout cas pour les économistes, c'est vraiment cette question-là, c'est qu'est-ce que l'on met en face d'un banquier central qui peut coordonner une politique sur les différents pays. Et donc, c'est intéressant sur le terme économique, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, hein, c'est que vraiment, on n'a pris qu'une partie de ce que pouvaient dire à l'époque les économistes sur les problèmes d'union de pays différents. Merci. Pour faire un peu de démocratie, je redonne la parole à la salle. Non, mais juste en 15 secondes, quelque chose qui me frappe quand même dans nos échanges, c'est qu'on parle d'une opposition démocratie-marché, et en fait, on ne parle pas du marché, on parle des institutions en charge du marché, qui pour les libéraux sont déjà elles-mêmes du côté politique et pas du côté économique. Si vous regardez l'analyse de la crise des subprimes faite par les plus libéraux de l'école autrichienne, ils vont vous dire, mais ce n'est pas le marché qui a failli, ce sont les institutions en charge du marché. C'est la Banque centrale américaine qui a joué avec la masse monétaire d'une manière qui s'écarte de ce que dit Friedman. C'est les accords mondiaux qui ont déréglementé, je préfère ça à déréguler, le marché bancaire. Et donc c'est une faute. La crise des subprimes, c'est une incitation politique à distribuer les... Je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais donc ce qui m'intéresse dans notre discussion, c'est qu'on n'oppose pas pouvoir politique à pouvoir économique. En fait, on parle des institutions en considérant qu'elles sont du côté du marché de manière évidente, alors qu'il y a plusieurs théories du marché. Les libéraux sont très divisés entre eux. Et donc je pense qu'il faudrait distinguer ça. Il y a la démocratie, le pouvoir du peuple qui voudrait s'exprimer, le marché, c'est-à-dire l'autorégulation, et puis la critique des institutions pour elles-mêmes qui ne sont pas nécessairement du côté du marché, qui sont un pouvoir politique. Voilà, c'était juste... J'entends. Rapidement aussi, pardon, pour répondre du point de vue du droit européen, quelques éléments de réaction à ce que tu viens de dire. La première, c'est que dans la première décision de la Cour, qui est une décision France contre Haute Autorité CK, donc avec une communauté quand même un peu différente de la CE, mais enfin quand même, donc première affaire en 54, l'avocat général Lagrange dit, en gros, la CK, c'est pas de la concurrence pure et parfaite, ça doit être organisé. La concurrence, ça se fait pas tout seul, ça doit être organisé. Donc on n'est pas sur de la concurrence libre dès le départ. Deuxième chose, une des premières notions définies à propos du marché, c'est justement l'organisation de marché. Je crois que c'est un arrêt Charmasson de 74. Donc là aussi, on est bien sur l'idée d'un marché qui n'est pas autorégulé, mais organisé. Donc la question, donc il y a à l'évidence une confusion économique et politique. Et donc la question ne porte pas sur le principe de cette confusion qui me semble acquis, mais sur ses modalités dont on peut débattre. Merci. Alors, voilà, on prend une question au moins, deux peut-être, ce sera la dernière. Oui, merci. Concernant la démocratie européenne, enfin, on a pu avoir les affirmations, elle existe, elle a développé, voire elle est inexistante. Si on prend la partie démos, enfin, je pense que c'est un point de vue assez subjectif. Est-ce qu'il existe un peuple européen? Enfin, on affirme qu'il existe, il existe. On affirme qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Peut-être qu'une solution serait justement la convocation du souverain européen, d'une constituante européenne. Si on prend la question du Kratos, là, effectivement, elle est à développer, voire elle est inexistante, étant donné que si on veut réfléchir à qu'est-ce que le droit européen via la démocratie européenne peut ou va régler, prenons le problème de tout ce qu'il y a en matière de concurrence normative, concurrence fiscale. L'Union européenne a une compétence, mais qui est-ce qui va décider? Le Conseil via l'unanimité des États, donc 28 sur 28, c'est-à-dire que n'importe quel État, même Malte, même Luxembourg avec ses 600 000 habitants, a un droit de veto sur toute avancée. Concurrence sociale, là l'Union européenne tout simplement n'a pas de compétences. Donc au final, question, est-ce qu'il y a un autre moyen d'arriver à une démocratie européenne qu'en révisant les traités, qu'en mettant fin à l'unanimité sur ces questions cruciales, et puis peut-être en passant justement par une constituante européenne pour avoir une vraie constitution démocratique européenne. Merci. Merci. On va prendre une dernière question devant. Voilà. Alors, je vais jouer la Kinder, c'est-à-dire que je suis brune à l'extérieur, mais blonde. Vous savez, je fais partie des consommatrices avec un QI niveau 3 qui achètent des cosmétiques.
J'avoue qu'au départ, l'association démocratie-marché, je trouvais ça assez compliqué à aborder. Et plus j'ai écouté les interventions des uns et des autres, plus mes idées se sont obscurcies, vous voyez, à mesure que le soleil s'est couché. Et en fait, j'avais des questions, mais qui n'ont pas été abordées et qui me paraissaient évidentes. Alors, je voudrais écarter celle de la souveraineté, parce que on sait bien que la souveraineté, c'est une fiction, et qu'on peut envisager cette fiction non pas comme un moment de l'histoire, mais comme un moment de la fondation, mais comme la fiction d'un moment tel qu'il est relu dans l'histoire d'une construction. Et on pourrait très bien l'envisager comme une souveraineté partagée, ce qui apporterait une autre vision de l'Union européenne si on prend des exemples comme le Canada. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette façon de définir la démocratie comme la prise de décision par le plus grand nombre. On oublie quand même la virgule après, c'est dans le respect des droits des minorités. Et puis, il y a la définition de Haron, c'est l'organisation constitutionnelle du règlement pacifique des différends dans les choix et les arbitrages politiques. Et je trouve que là, pour le coup, les questions qu'on se pose sur démocratie-marché au niveau de l'Union, on peut très bien les transférer dans tous les États européens. Bon, allez, j'y vais. Les gilets jaunes face au pouvoir politique français. Voilà. Bon, là, on a typiquement une question qui se pose de cette opposition entre la voix du plus grand nombre et la voix qui a voté pour La République En Marche, et puis les gilets jaunes qui ont peut-être aussi voté pour lui d'ailleurs, mais qui s'opposent sur des choix et des arbitrages politiques. Et donc je pense que c'est plus compliqué que ça, et que la distinction entre économique et politique, elle me paraît très délicate, parce qu'il y a une fluidité des relations entre les deux champs. Alors, un exemple tout simple, c'est la collusion entre les acteurs politiques et les acteurs économiques. Alors, pour avoir fait ma thèse sur la Colombie, c'est ce qu'on appelle l'oligarchie et l'oligocratie. Bon, est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette fusion en fait, des élites économiques et politiques qui fait qu'on n'arrive plus à distinguer les deux, et qui pose des questions sur la légitimité du marché ou des marchés, parce que je ne sais pas s'il n'y a qu'un seul marché, à part le marché intérieur, et puis de la démocratie, c'est-à-dire de la prise de décision politique, dont on sait bien qu'elle est biaisée aussi par des acteurs économiques. Bon, alors, Nicolas, tu as parlé de l'élection de Trump. Bon, est-ce que c'est vraiment une décision rationnelle de citoyens, ou est-ce que c'est vraiment une décision irrationnelle d'individus qui ont été manipulés par des systèmes d'information ? Enfin, je trouve que les choses sont beaucoup plus imbriquées que ne les laissent entendre nos propos jusqu'à présent. Merci. Alors, du coup, on va devoir arrêter là les questions. Et pour donner la parole, je vais choisir de la manière suivante. Celui qui sera le plus bref a le droit de répondre. Si on veut respecter le temps. Alors, qui veut être bref ? On a déconstruit les concepts, on est dans notre rôle, finalement. Voilà, c'est assez bref. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quelqu'un aurait... De toute façon, on va finir avec une frustration, mais... Ce qu'on comprend maintenant, et c'est ce que dit très bien Yascha Mounk, c'est que démocratie n'équivaut pas libéralisme, n'équivaut pas souveraineté, et que le constitutionnel n'équivaut pas le législatif. D'ailleurs, c'est ce que dit Tsargrim, il dit il y a le constitutionnel, il y a le législatif, il y a la démocratie, il y a le libéralisme. Tout ceci est imbriqué, mais ce n'est pas la même chose. Et il peut y avoir des effets de dissociation et de déliaison, tout simplement. Donc, la démocratie libérale, oui, c'est la majorité, mais la démocratie en tant que telle, c'est ça, hein, c'est ça. Et donc la question, c'est juste par rapport à la crise, que peut-on faire aujourd'hui ? Que peut faire l'Union européenne s'il y a une crise qui arrive ? Si ce n'est refaire ce qu'elle avait fait en 2008, c'est-à-dire au fond des États membres en tant qu'unité politique nationale qui, dans une situation d'interdépendance négative, se lient encore plus et surcontractualisent leur pacte, et ce qui produit encore plus de dépolitisation, enfin des atteintes à la démocratie nationale. On voit bien que ceci n'arrive pas. Et pour répondre ensuite sur la question du budget, ce que disent les économistes, oui, les économistes ont dit, attendez, théorie de Mundell, on sait, zone monétaire, budget, etc. Mais là encore, si l'union budgétaire arrive comme moyen fonctionnel pour stabiliser de manière macroéconomique une union monétaire, on n'y est pas. Le budget, c'est d'abord la dimension constitutive du politique et de la démocratie, c'est-à-dire la capacité au peuple, à la majorité, de produire des biens publics qui sont des biens publics collectifs. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de produire des biens collectifs proprement européens ? La réponse est non.
Aujourd'hui, il n'y a pas de bien public proprement européen, si ce n'est l'euro et la Banque centrale, mais il n'y a pas ouais, c'est ça qui manque aujourd'hui, je pense, à l'Europe. Bien. Peut-être que pour conclure, vous pouvez voir qu'un petit régime autoritaire, ça fonctionne parfois, si on n'a pas trop de démocratie, parce qu'on va réussir à finir tout à fait dans les temps. Il est 17h45, et je remercie beaucoup tous les intervenants de cette table ronde. Et eh bien, je vous donne rendez-vous pour demain, et avant cela pour l'Assemblée générale de la CDS. Merci.